Super, les angoissés de Noël, hein. Ah ben voilà, comment est-ce que tu vas toi? Ça va. Et toi, tu vas mieux? Ah ben écoute, en tous les cas, quand je suis sortie du Covid, j'avais le sentiment de revivre, hein, au moins une sensation de revivre. Ah, c'est l'avantage du Covid, hein. Ça te permet de retrouver ta santé et de prendre conscience du bien-être que tu vis, finalement, hein. Tout à fait. Et alors après, tu sais que je donne des cours de NIA, hein, donc c'est moi Ouais, un travail aussi somatique, mais au travers du mouvement. ouais, Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai repris mon premier cours, hein, ouais. d'être restée comme ça tout le temps, tu sais, recroquevillée, allongée et tout, de sentir tous mes fascias qui s'étiraient, qui Ah s'ouvraient, ouais, comme un ouais. papillon qui se déploie là, tu vois. Et ça, c'était waouh, quoi. C'était vraiment waouh, hein. C'est encore Ouais, mieux, parce que, on va dire. Parce ouais, que et alors du coup, finalement, quand tu as été bloqué, tu prends encore plus conscience du mouvement que quand tu l'as naturellement, parce que tu le fais à 80%, mais quand tu es descendu à 20% et puis que tu repasses à 100%, c'est folie. ouais, ouais. C'est Donc là, je peux me folie. mettre dans la peau, tu vois, d'une personne qui ne bouge pas. Et puis quand elle commence à peine à se remettre, de voir tout ce qui se passe en fait dans son corps, hein. Ouais, Parce que c'est le cas de plein des gens, hein, qui ne bougent plus. Et puis, ouais. ouais, ouais. Alors dis-moi, Yes. Roger, moi je t'ai invité parce que on avait eu, donc il y a plusieurs années déjà, cette interview avec les angoissés de Noël, hein. Mhm. Et ça m'avait beaucoup touchée parce qu'on se rend compte en fait bah, ce qu'une vie entière impacte une personne et comme ça ne lâche pas en fait, ça ne lâche pas, ça la poursuit tout le temps et que c'est chaque fois autour du repas de Noël que là bah, tout se remet à jour et que ce qui m'a impressionné en lisant tout le livre, c'est qu'en fait ça se manifeste plusieurs mois avant Noël, hein, que c'est pas juste la veille de Noël, hein. Non, ouais, c'est ça. Tout Voilà. à fait. Et, oui, et du coup, pour moi, ce qui m'intéresse, pourquoi je t'invite à nouveau, c'est tout simplement parce que je sais qu'il y a eu le Covid et puis il y a eu tous ces blocages depuis 2 ans, mais il y a eu aussi le blocage de la fête de Noël, hein. Et du coup, j'ai le sentiment que notre réalité, c'est plus la même. C'est plus la même, hein, que ce qu'on a connu sur 30 années, ce que tu as pu observer. J'ai le sentiment qu'on est passé à autre chose, hein. Et c'est pour ça que je t'ai invité, pour que tu nous parles de ça. Alors, juste avant que tu me répondes, hein, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Roger Fiametti. Donc, Roger, tu es ostéopathe, mais bien plus que ça. Et tu reçois la chance que tu es sur Liège, hein, proche de chez nous. Et alors, du coup, ça fait plus de 30 ans hein, que tu as ton cabinet Ah, de soins. 33 ans, hein. 34? 33 ans, 34. 34 ans. Ouais. Ouais, ouais. Donc, tu as Ah, toute cette expérience hein, qui est là. tous les jours, on apprend. Et ça Ouais, continue. De jour en jour, d'année en année. Et encore les années à venir, ce sont des années d'apprentissage de toute façon. On n'est jamais au bout de ces découvertes. Et plus on avance et plus on se rend compte que on regrette même de ne pas avoir su avant ce qu'on découvre aujourd'hui. Mais ouais, bon, c'est la vie. Il faut passer, c'est un chemin. On ne peut pas être au bout quand on est au début. Et c'est justement tout le cheminement qui fait on est qui on est et on arrive à faire ce qu'on arrive à faire. Parce que voilà, si je pouvais avoir pu, si j'avais pu, il y a 25 ans, déjà pouvoir utiliser la technique que j'ai mise au point, même avec le sacrum, avec la micromobilisation du sacrum, où on n'a plus besoin de retourner le passé dans tous les sens, et avec 4 doigts, on remet son sacrum qui est en torsion. Quand je l'apprends aux ostéopathes, quand je donne des formations, ils viennent fous parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible, nous, on retourne le patient qui mesure 1,80 m, qui pèse 100 kilos, et puis là, et maintenant, avec 4 doigts, ça se remet tout seul, c'est génial. Ah oui, voilà, là, je vous l'offre, vous avez 30 ans et moi j'ai presque le double et finalement, ben voilà, c'est cadeau. ouais. Mais voilà, en même temps, ça permet justement, au bout de ces 30 ans, de découvrir et de mettre au point des techniques qu'on distribue, qu'on livre, qu'on transmet. Et c'est ça le but, hein, c'est de Ouais. transmettre. C'est fabuleux. En même temps, ça te donne encore, je veux dire, la motivation d'apprendre, hein. Ah oui, toujours, toujours, toujours. Moi, si je peux encore apprendre, voilà, je viens d'écrire un dernier bouquin sur l'abandon et sur les séparations, hein. La Covid, on est un peu dans ça, hein. Moi, la Covid-19, je l'appelle le virus de la séparation, ou Oui, des séparations. Et finalement, c'est vrai que en écrivant ce livre et en faisant des recherches, parce qu'à un moment donné, tu dois quand même faire toujours des recherches, et j'ai oui, encore appris des tas de notions, des tas enfin, de nouvelles choses, des nouveaux concepts, et ça fait encore
c'est comme un puzzle, mais c'est comme le café, c'est comme le lait. Tu as du café, c'est du café. Tu as du lait, c'est du lait. Quand tu mélanges les deux, c'est du café au lait. C'est une troisième boisson qui est tout à fait différente et qui est un mélange de deux, mais c'est une union qui te donne encore une autre découverte, une autre dimension. Et voilà, ben, plus on travaille, plus on crée, ben, plus on arrive aussi à accumuler d'autres notions, de nouvelles informations qui transforment un peu ta façon de travailler. Et puis, c'est toujours comme ça. C'est la vie. Mmh. Mmh. Ce que je ressens en tous les cas et ce que je capte en ayant lu tes livres et en ayant pu aussi te suivre, et en ayant eu moi-même la chance de venir, en tant que patiente, autant pour moi, autant pour mes enfants. Donc c'est vraiment chez toi, vraiment un travail de terrain, c'est sur le terrain vraiment que tu apprends et que tu constates et que là les déclics se font et grâce à ça, bah, grâce à tes livres alors du coup, bah, tu partages, hein, tout ce que tu as pu observer et c'est phénoménal, hein, tout ce que tu fais sur le terrain et tout ce que tu apprends sur le terrain. Oui, et je dis, moi, je dois beaucoup à mes patients, hein. Ce sont mes patients qui m'aident à progresser. Moi, j'aide les patients à progresser. C'est un win-win, hein, c'est un échange. Et je pense que on apprend tout le temps. Moi, au départ, j'ai fait beaucoup de conférences et ça a commencé comme ça. Et c'est au bout de dizaines de conférences que les personnes me disent: «Ah, vous n'auriez pas un livre? Pourquoi vous n'écrivez pas un livre? Ce serait bien.» Et puis j'ai mis des années parce qu'il fallait prendre le temps aussi pour écrire ce livre. Et puis c'était le premier. Donc le premier, c'est comme le premier enfant, hein, avant de le mettre en place, de le décider. Après, quand on fait ton premier enfant, le deuxième, il vient 2 ans après souvent, hein. Bah, les livres, c'est la même chose. Le premier, tu réfléchis, tu te dis, il ne faut pas le rater, il faut vraiment bien organiser tout, il faut bien rassembler toutes les données, il faut pas faire juste un livre pour dire tu as fait un livre, il faut apporter quelque chose qui aide les gens, sinon ça ne sert à rien. C'est pour faire un livre de plus dans la bibliothèque, tu prends des livres avec des pages blanches. À la rigueur, au moins celui-là, tu peux remettre ce que tu veux dedans. Donc voilà, et puis ce livre, j'ai même eu des conférences où j'annonçais la dédicace du livre et le livre n'était toujours pas écrit parce qu'il a fallu le temps qu'il mûrisse, qu'il mature. Et puis quand on l'a lâché, eh ben voilà, après ce livre, il a fait vraiment beaucoup d'heureux. Comme je dis, il s'est déjà vendu à plus de 50 000 exemplaires, mais je n'ai pas eu 50 000 patients. Donc, il y a des gens qui, en le lisant, ont pu finalement progresser ou découvrir des choses ou modifier des comportements, etc. Donc, le livre est aussi un outil qui aide les gens chez eux, hein, comme on le fait un peu ici en webinaire, puisque quelque part, ben voilà, on est chez les gens, ils ne doivent pas se déplacer. Et un livre, c'est aussi de façon un peu physique, tu as le contact papier, et dans les feuilles, dans le livre, tu as des infos. Des infos, et bon, la plupart des gens que j'ai rencontrés me disent oui, c'est vrai, moi je me suis reconnu dans cet exemple-là, moi je me suis reconnu dans cet exemple-là, et puis il y en a qui m'ont dit, moi je me suis reconnu dans tous les exemples. Ouais, ouais. Et voilà, c'est une façon d'aider à distance, de transmettre, et puis ben voilà, de fil en aiguille, on fait un, puis on en fait deux, puis on en fait trois. Et c'est toujours le fruit du terrain, le fruit de l'expérience du terrain que je retranscris sur du papier et qui permet même aux non-patients, aux patients qui vont même chez d'autres collègues, hein, ou qui font de la kinésiologie, qui font de la sophrologie, qui sont adeptes d'autres techniques, mais d'avoir des infos qui les aident à progresser dans leur vie. Et je crois que c'est important de transmettre ce qu'on vit parce que c'est un moment sublime, hein, parfois, une séance où tu découvres des choses, où tu aides des gens, tu dis, ah, là, je l'ai fait comme ça, j'aurais peut-être dû faire comme ça, mais comme j'ai fait comme ça a marché, je répète 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, et je me dis, ah, cette technique, elle fonctionne, ça vaut la peine d'en parler parce que voilà, ça peut aider d'autres personnes. Et voilà, le livre, ça sert à diffuser une info que tu captes à un moment donné dans ta vie à travers un travail. Et puis, ben, on ne peut pas garder ça, on doit partager, c'est un partage. Ouais. Alors pour revenir à ma première question, hein, donc ce fameux livre Les Angoissés de Noël, il est tout petit, se lit sur quelques heures, hein, mais il y a tellement, tellement de choses pour moi en tous les cas, hein, qui m'ont touchée et à apprendre au travers de ce livre, hein. Donc tu m'as parlé aussi que tu avais dû réajuster, tu as dû rajouter? Ah, on a édité une nouvelle version, Ouais, une ouais, réédition cette année-ci des Angoissés de Noël parce on ne pouvait pas résister à l'envie d'ajouter un chapitre, hein. D'abord, on a ouais, changé la couverture.
Ouais, je vois, ouais. qui est juste là, derrière moi. Là, Ouais, je le vois. Ouais. là, ici derrière. Et on a rajouté un chapitre sur la Covid-19, puisque bah, évidemment, ce livre, c'est un livre, c'est pas un livre qui flague la fête de Noël, parce que parfois on voit le titre, même quand je rencontre des journalistes qui me disent ah, les angoissés de Noël, mais on n'est pas angoissés à Noël. Noël, c'est une belle fête. Mais oui, Noël, c'est une belle fête. Alors pourquoi est-ce que les gens, à l'approche de cette fête, ont de la dysenterie, on développe la grippe, développe des problèmes de constipation ou des problèmes de migraine ou développe des pathologies qui sont somme toute des pathologies psychosomatiques, parce qu'il y a des gens qui ont de la fièvre, qui ont mal partout, le 24 en se levant le matin, le 25, ils n'ont plus rien, quoi. Alors qu'une gastro, ça Mmh. dure au moins 2 3 jours. Mmh. Voilà. Et c'est vraiment un état où ce jour-là, ils ne sont pas bien. Et ce n'est pas ce jour-là, c'est à l'approche. Il y a déjà des nombre de personnes qui, déjà au mois de septembre, octobre, sont mal dans leur peau. Ils sont déjà en train d'imaginer le processus. On va devoir aller chez les parents, on va devoir revoir toute la famille, etc. Et comme je dis, ce repas, c'est un repas obligé, c'est un repas incontournable. Il dit toujours, ah, il n'est pas venu à Noël, donc il est vraiment fâché, donc il a coupé les ponts. C'est un peu symbolique ce repas, c'est la symbolique du groupe, du clan, du lien, de la réunion, hein, de tous les enfants avec la famille autour des parents, des gens qui viennent d'Amérique, qui reviennent en Belgique ou de France, de Suisse. Et c'est la transhumance, tout le monde revient vers le nid, vers le père et la mère, quand ils sont encore là, hein, tous les deux. Et c'est vrai que pour certains, c'est magique, pour la plupart, mais pour d'autres, c'est un retour aux sources et on revient dans le creuset familial. C'est une catharsis parce qu'on revit à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, ce qu'on vivait déjà à 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est toujours les différences, les jalousies, le rejet, la trahison, l'humiliation, la peur de ne pas être aimé, la perte de territoire. Hein, quand on a l'enfant aîné qui voit arriver son petit frère ou sa petite sœur, ben, il a peur que les parents l'aiment moins puisque les parents s'occupent du bébé, c'est normal. L'enfant, il a 3 ans, le bébé, il est là. Le bébé est prioritaire, donc l'enfant de 3 ans qui a toujours eu tout pour lui, bah, tout d'un coup, il se sent un peu lésé. Donc, il a peur de perdre l'amour de ses parents. Et ça se traduit par de l'énurésie chez les enfants qu'on traite. Mais à Noël, quand vous avez ces deux enfants qui sont devenus adultes, inconsciemment, il y a encore parfois ces troubles inconscients qui sont là, qui persistent. Et le positionnement à table, la façon dont on a placé les invités, tout ça, ça joue de façon inconsciente au comportement, les conflits qu'on a pu avoir pendant l'année. Tiens, ma sœur, tu ne m'as pas prêté 5 000 euros. Si tu me les avais prêtés, ça m'aurait permis peut-être de faire ce prêt qui m'aurait permis d'acheter la voiture pour mon fils qui va à l'UNIF, mais il n'a pas pu l'acheter à cause de ton refus, et à cause de ça, ben, il a dû prendre le train, il a raté des cours, et voilà, et des difficultés. Et au repas de Noël, ben, au départ, on fait un grand sourire, on est bien habillé, on fait des cadeaux, tout le monde s'embrasse. Et puis parfois, vers minuit, 1 heure du matin, on a bu un petit coup de trop, et puis ça sort. Et ça devient des repas conflictuels, des repas règlement de compte. Et on se dit, oh, encore une fois, cette année-ci, ça s'est mal terminé, etc. etc. Et alors, l'année suivante, ben, quand on doit y retourner, on sait déjà qu'on va peut-être être confronté à ce genre de conflit, ce genre de discussion, ce genre de comportement, ce genre d'attitude qu'on ne supporte pas. Mais on ne sait même pas pourquoi on ne les supporte pas. Moi, j'ai des patients qui sont mal dans leur peau. Et puis, quand on parle du repas de Noël, au mois de novembre, au mois d'octobre, et dire, je ne sais pas bien, chaque année, j'ai le cafard encore, je pense que je vais encore aller faire des cadeaux pour ma belle-mère. Ah, tiens, ça vous gêne pas que ça? Ben oui, et puis finalement, c'est tout le processus qui revient. Oui, c'est encore moi qui vais devoir organiser, tout le monde vient chez moi. Moi, je suis toute seule dans ma cuisine, je dois servir tout le monde. Après, tout le monde s'en va, et puis ils sont là après le repas, ils fument un cigare, ils jouent aux cartes, et moi, je dois encore là. Et j'en ai marre, et j'en ai marre. Ah, tiens, ah, maintenant, je comprends pourquoi je n'aime pas Noël. C'est parce que je suis la petite Cosette ou la servante qui est la première levée, la dernière couchée, qui prépare tout et qui. Ah, mais voilà pourquoi je n'aime pas Noël. Et alors les gens se disent, ben, comment je pourrais retrouver le plaisir de la fête de Noël en vous laissant inviter, par exemple. Pourquoi vous ne seriez pas invité? Pourquoi c'est toujours vous qui devez inviter? Ah, c'est moi qui ai la plus grande maison. Ben, louer une salle, tous ensemble. Alors évidemment, cette année-ci, hein, l'année
on est en 2021, mais Ouais. en 2020, le Noël 2020, ou INSA, c'est pas possible. Mhm. Les réunions, les grandes réunions familiales, ça n'a pas été possible. Alors, ce fameux repas de Noël, qui est le repas de la réunion, de la cohésion, du rassemblement, eh bien, ça a été interdit. C'était des bulles de 4, de 5. Normalement, c'est les parents qui accueillent les enfants. Alors, on avait des parents qui ont 8 enfants et petits-enfants. Donc, s'ils accueillent chez eux, ils accueillent 8 personnes. Ce n'était pas possible. Par contre, si vous avez les enfants et les petits-enfants qui sont 8 chez eux, ils peuvent accueillir les parents. Donc, ils ont quand même toujours 10. Mais la différence, c'est que si les deux accueillent les 8, c'est pas bon, mais si les 8 accueillent les deux, c'est bon. Bon, les incohérences ont un peu rendu les gens furieux, les gens étaient perdus, les gens étaient dans l'incohérence totale, ils ne comprenaient pas, donc finalement les gens sont perdus. Et l'année passée, le Noël 2020, a été un Noël perturbé. Alors ceux qui adorent Noël, ben, ça les a vraiment déboussolés. Les personnes âgées qui, même pendant la guerre, il y a la trêve de Noël, l'année passée, ils ne pouvaient même pas recevoir leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc, ça a été vraiment, pour eux, c'était quelque chose de tellement désagréable, de tellement inhabituel, de tellement inhumain presque. C'était pour rester vivant, c'est pour ne pas être malade. Donc, pour ne pas être malade, pour rester vivant, certains se sont sentis un peu mourir, puisque privés des liens principaux, les liens de la famille, les liens des enfants, les liens des petits-enfants. Donc, quelque part, il y a un paradoxe. Et par contre, pour ceux qui détestent Noël, alors là, la Covid-19, c'était vraiment le passeport pour finalement le certificat médical, la bonne excuse pour dire ah, je me suis fait tester, je pense que j'ai contacté quelqu'un, j'étais en contact avec quelqu'un qui était malade, je dois aller faire un test PCR demain, c'est justement le 24, Ouais. et je dois attendre le 26, ah, je ne peux pas venir, je reste chez moi. Et alors, ils font la fête chez eux, évidemment, ils n'ont rien. Ouais. Hein. Donc là, c'était vraiment la fête. Après autant d'années, c'était la fête pour Ah eux. oui, pour certains, c'était la fête. Hein, et Ouais. c'était la fête en privé, sans devoir. Et voilà, je ne peux pas t'inviter parce qu'on a un cas Covid, une suspicion. Voilà. Donc, la Covid-19, ça a été ou carrément l'abattement, la destruction de la fête. Et pour certains, ça a été vraiment très, très anxiogène. Alors là, c'était la vraie angoisse de Noël, c'était de ne pas pouvoir fêter Noël. Ce Ouais. n'était pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est pourquoi les gens, à l'approche de Noël, se sentent mal. Ouais. Parce qu'il y a des tas de paramètres qu'on peut développer et qui sont tous les paramètres qui sont finalement des, on rejoue un peu la scène du Noël de l'enfance, et pas du réveillon de Noël, hein, de la Mmh. vie de l'enfance, des paramètres pendant l'enfance de l'individu qui, évidemment, ressurgissent de façon tellement exagérée à Noël, puisque à ce moment-là, on est dans un vase clos, autour d'un repas, autour d'une table, un peu comme Jésus-Christ et ses apôtres à la dernière scène. Hein, la symbolique de la table et du repas, c'est pas banal, hein, c'est d'être tous ensemble autour de la vie, parce que manger, c'est manger pour vivre. On dit, il y en a qui vivent Ouais. pour manger, et il y en a qui disent, il y en a qui mangent pour vivre. Donc, voilà, le repas, c'est la réunion. Il y a des gens qui ne supportent pas les repas parce qu'ils sont face au père, à la mère, etc. Et le repas de midi, le repas du soir. Et c'est un peu aussi encore des moments où il y a des règlements de compte, où le Ouais. père s'adresse à son fils pour dire tu dois mieux travailler à l'école. Tiens, j'ai rencontré ton prof de maths, il m'a dit que tu n'étais pas attentif en classe. Voilà. Et il y a des gens qui ne supportent pas les repas parce que c'est le moment où on est tous ensemble. Et normalement, pendant qu'on mange, on ne parle pas. D'ailleurs, Mmh. moi je dis à Noël, on mange beaucoup, comme ça on parle moins. On ne peut Ouais. pas parler la bouche Moi, pleine. j'ai une question en t'écoutant. J'en ai même 2. J'ai 2 questions en t'écoutant. Donc, il y a une partie qui m'a interpellée, c'est quand tu dis: «Quand on se lâche, quand on a bu». Ah donc ça veut dire, en fait, que là, on ne contrôle plus, on ne se contrôle plus et là, c'est l'inconscient qui parle, en fait, qui ressort, hein? On lâche ses peurs, on lâche ses frères, on lâche les retenues. On va dire, l'éducation t'interdit d'agresser ton beau-frère, ta belle-sœur, ton frère, ta sœur, parce que voilà, il faut se tenir, il faut être correct. C'est la bienséance, c'est l'éducation, c'est le savoir-vivre, le savoir vivre ensemble.
Mais à un moment donné, l'alcool te permet de briser ces barrières de bienséance ou de bonne éducation. Et Oui. puis, Alors, j'ai envie de te à demander, deux, trois, plus volubile. est-ce que du coup l'alcool c'est une bonne chose, hein? Parce que du coup on ne se contrôle plus, on dit des choses peut-être qu'on n'a pas envie que l'autre sache, hein, ou peut-être qu'on va dire des choses qu'après qu'on regrette d'avoir dit. Est-ce que c'est une bonne chose du coup, hein, de pouvoir avoir ce moment et pouvoir se lâcher et dire les choses, parce que c'est là que tout peut se détériorer et que ça crée encore d'autres couches de problèmes par la suite, hein? Mais moi, je pense que mieux que l'alcool, on a l'introspection. Oui. L'introspection te permet de comprendre ce que tu n'aimes pas dans cette réunion familiale. Mais la réunion familiale, encore une fois, c'est une catharsis, c'est un outil d'introspection. C'est pour ça que les gens parfois n'aiment pas Noël. Alors si tu fais ton introspection en dehors du repas de Noël pour comprendre ce qui ne va pas, pas entre toi et ton beau-frère, pas entre toi et ta mère, ou entre toi et ton père, ou entre toi et ta soeur, mais ce qui ne va pas entre toi et toi. Parce que Mmh. le repas de Noël, ça t'amène à ça t'amène à tes conflits. Ce n'est pas le conflit que tu as avec ton frère ou avec ta sœur, c'est le conflit que tu as avec toi-même. Et à travers ce repas, à travers les interactions entre les différents participants, ben, ça te ramène à ton propre conflit, celui qui est entre toi et que tu dois gérer, que tout le monde a. Tout le monde a un conflit entre lui, et quand il le gère, eh bien, quelque part, il se sent mieux. Mais alors, pourquoi est-ce que ça se passe à Noël? Parce que les gens, ils n'ont pas fait leur introspection en dehors. Ils n'ont pas réglé leurs problèmes avec eux-mêmes. Donc, s'ils sont jaloux, s'ils sont envieux, s'ils se sentent trahis, s'ils se sentent dévalorisés, s'ils se sentent rejetés, ils doivent traiter ça entre eux et eux. Et l'intérêt de ce livre, justement, c'est de les éclairer sur ce qui les gêne pendant leur repas. Alors, il y a plusieurs phases dans leur repas de Noël. On arrive, on arrive, on est bien habillé ou on n'est pas bien habillé. On a des cadeaux, beaucoup ou un petit peu, des beaux cadeaux ou des petits cadeaux. On est accueilli ou pas trop, bien ou pas du tout. Tiens, ah voilà Jean-Pierre, ah Jean-Pierre, comment vas-tu? Tu viens, ah ça va à New York, c'est magnifique. Ah ça va Juliette, oui ça va toi, oui bon tu ne sais pas enlever le, tiens voilà le manteau de Jean-Pierre, va appeler le maître vestiaire. Voilà, il y a deux accueils qui sont complètement différents. Et puis on prend l'apéro. Il y a des gens qui se tiennent un peu plus ensemble, d'autres qui se sentent un peu moins proches. Il y a des liens qui sont plus forts, d'autres moins forts. Et tout ça, ça fait remonter des émotions. Pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il ne m'invite pas à sa table? Il y a des manches debout, on est par quatre. Là, il y a une place, on ne me dit pas viens, je suis toute seule. Voilà, il y a le rejet qui peut remonter à la surface. Il y a l'image de soi. Tiens, on ne m'aime pas, on m'aime bien, on m'accepte, on me rejette. Et puis après, on a le repas. Pourquoi je suis à côté de papa? Pourquoi je suis à côté de maman? Pourquoi je suis au bout de la table tout seul? Pourquoi j'ai personne à côté de moi? Tout ça, ce sont des éléments qui font ressurgir des émotions inconscientes, mais que chacun a de façon personnelle et en fonction de son vécu. Et chaque vécu est personnel. Chaque personne a son histoire. Même des frères jumeaux ou des sœurs jumelles, elles n'ont pas le même vécu. Mmh. Elles Mmh. n'étaient pas positionnées de la même façon dans l'utérus, dans le ventre de la maman. Elles ne sont pas nées au même moment. Il y en a une qui est passée avant, l'autre qui est passée après. Il y en a une qui part en éclaireur, l'autre qui attend derrière en disant bon, ok, j'attends, oui, tout se passe bien, je peux y aller. Mmh. Il y a tous ces éléments qui sont là et qui ressurgissent de façon inconsciente. Et quand on se retrouve dans ce chaudron familial, on ne sait pas les conflits avec la famille qu'on va finalement, auxquels on va être confronté. On va être confronté aux conflits qu'on a avec nous-mêmes. Et c'est ça que ce repas de Noël insuffle ou permet de révéler. C'est un peu le mal-être qui est en nous quand on est dans cette ambiance, dans ce vase clos qui est la salle à manger, où finalement on passe une soirée et même parfois une nuit, quoi. Et maintenant, vous allez dire, ah mais non, mais il y a des repas de Noël qui sont magnifiques. Tant mieux, tant mieux. Alors ce livre, justement, il est intéressant pour les gens qui trouvent ça magnifique. Parce que les gens qui pensent que Noël, c'est magnifique, les flonflons, les musiques, les bons hommes de neige, les sapins, les cadeaux, tout le monde s'embrasse. Et alors ils disent, le 2 janvier, quand ils revoient leurs collègues, ils voient une collègue qui dit, ah moi je déteste Noël. Alors les gens qui aiment Noël, ils disent, c'est pas possible. Tu as vu encore une marginale. Tu as vu Mmh. encore une qui n'aime pas Noël. Hey,
Audrey, t'as vu, elle n'aime pas Noël. Comment ça se fait Mhm. qu'elle n'aime pas Noël? Tu es bien amusé, toi, Noël? Ah oui, moi, oui, nous, on a jusqu'à 3 heures du matin, on s'est bien amusé. Moi aussi. Mais comment ça se fait qu'elle n'aime pas Noël? Mais il y a des gens qui n'aiment pas Noël. Il y a des gens à Noël qui vont dormir à 19 heures, qui Mhm. prennent 2 somnifères par heure pour se réveiller le lendemain, même dans l'après-midi. Tellement ils ont le cafard, tellement ils sont angoissés, parce que pour eux, Noël, ce n'est plus une fête de famille, c'est devenu une fête d'exclusion. Mhm. Mhm. Euh, bon, Mhm. moi, j'ai des témoignages évidemment hein, par rapport à ça, des mamans qui ont perdu leur fils à Noël et qui disent, moi, Noël, pour moi, Noël, c'est la fête de la mort. À la Toussaint, on fête ses morts, on va sur les tombes, on fleurit les tombes, on a une pensée, tout le monde honore les défunts. À Noël, on pleure les absents. Il y a l'absence, il y a le manque, il y a le vide. Surtout que Noël, tout le monde se réunit et c'est encore plus flagrant de sentir l'absence quand tout le monde se réunit que quand les gens sont dispersés. Et ça, c'est horrible pour certains. Alors, quand on aime Noël et qu'on lit ce bouquin, on se rend compte qu'il y a des gens qui n'aiment pas Noël. Et ça peut les aider à comprendre qu'ils sont, tout le monde n'est pas dans la même euphorie. Et ça aide aussi à accepter, à être indulgent avec les gens qui n'aiment pas, Noël. Donc j'étais inondée au mois de juillet. Il se fait que mon système ici coupe tout le temps et je dois attendre janvier, fin janvier, avant d'avoir des ouvriers qui veulent bien venir. Alors ici, ben, on nous impose le télétravail. Donc imagine hein, si j'avais à devoir faire le télétravail, eh ben, je me retrouve comment? Et donc ça, c'est notre réalité aussi. Et je pense que je suis pas la seule. Je pense que nous sommes pleins, coupés dans notre élan vital, dans la créativité, dans ce qui nous pousse. Hein. Donc je suis là-dedans aussi. Je vis ça. Donc avec ça, ben, nous sommes quand même là, toi et moi, Roger. Et pour éclairer les personnes face à les angoisses ou la joie autour justement de tout ce qui bouge à Noël, avec tout ce qui se passe, là, tout le chaos qui est là. Et alors j'ai une question suite à tout ce que tu nous racontes. C'est en fait, l'année passée, Noël, ça nous est tombé dessus comme ça, on ne s'y attendait pas, hein, on ne s'attendait pas à ce que. Donc ça veut dire que les mois précédents, les gens avaient toujours les angoisses, rien qu'à l'idée de devoir se rencontrer à Noël, mais entre-temps, une année a passé, et maintenant les gens savent que peut-être qu'on ne va pas se rencontrer de la même façon, puisqu'on a le retour l'année passée. Donc là, est-ce que tu vois aussi un changement? Oui, ouais, non, 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 tout à fait. Il y a un grand changement. L'année passée, il y a eu une modification parce qu'il y avait tellement de doutes, ou en tout cas d'improbabilité de se rencontrer, que, je dis, il y a une partie qui était vraiment, ça les arrangeait bien. Hein. Moi, j'en ai qui m'ont dit, ça tombe bien, comme ça, moi, je n'invite personne et je vais nulle part et ça tombe bien. La Covid, c'est vraiment le visa, l'excuse idéale. Mais non, non, l'année passée, il y avait vraiment une, une grosse sorte. Là, il y avait l'angoisse de ne pas fêter Noël, de ne pas se retrouver. Et les personnes qui ont été les plus impactées, c'est les personnes âgées, parce qu'elles avaient déjà été privées de visites dans les maisons de retraite, hein, les maisons de repos, dans les EHPAD, Mhm. etc. Donc ça, c'était déjà pour elles une perte de lien, ne pas pouvoir fêter Noël correctement ou revoir leurs enfants, leurs petits-enfants, ça a été vraiment un double impact, non seulement pendant l'année, mais alors à Noël, pour elle, ça a été vraiment déboussolant, je crois que c'est vraiment le terme, ça les rendait vraiment, ça les disperse dans leur esprit, il y a plus rien, il y a plus de racines, il n'y a plus de base, si on ne peut même plus fêter Noël en famille, euh, alors que même pendant les guerres, il y a les trêves de Noël, quoi. N'importe quelle guerre, à Noël, on arrête la guerre un jour ou deux. Donc, l'année passée, je pense qu'il y a eu l'angoisse des gens de ne pas fêter Noël a été plus importante que l'angoisse des gens qui n'aiment pas Noël. Ça, c'est sûr. Et donc, ça a été finalement une inversion. Hein. Et quelque part, j'imagine qu'au mois de janvier, quand les gens se rencontrent et se disent ah, t'aimes bien Noël, ah, ça a été à Noël. Les années avant, c'était ah oui, c'est génial. Et les gens qui n'aiment pas Noël disent ah non, moi, je suis bien content d'être au mois de janvier. Eh bien, ici, ça a été l'inverse. Les gens qui aiment Noël, ben, ils étaient déçus. Bravo, on a quand même fait ça, on a reçu maman, on a reçu papa. Un est venu le 24, l'autre est venu le 25. Ben, c'était assez bizarre.
Et par contre, ceux qui n'aiment pas Noël, eux, ils se disent: «Ah, mais nous, c'était top, c'était magnifique, Ouais. on a fait ça avec mon épouse et mes enfants, Mmh. on a fait ça en famille, on a fait ça chez nous. Pour une fois, on n'a pas dû s'imposer le déplacement, tout le reste de la famille, et cetera». Donc, ça a été comme une aversion, mais avec, j'ai envie de dire, beaucoup plus d'angoisse parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui aiment Noël que de gens qui n'aiment pas, normalement. Ouais. Et, et par contre, justement, le fait d'être privé de ce réveillon ensemble, hein, parce que les gens ont réveillonné, mais ils ont réveillonné à deux, à trois, à quatre, ou à cinq, mais pas plus, mais séparément. Donc, il n'y a pas eu cette cohésion, il n'y a pas eu ce retour aux sources, il n'y a pas eu cette transhumance avec le clan qui se réunit avec les différences, avec les petits conflits cachés, les petits conflits inconscients, les petits tricks qui sont là prêts à sortir, à émerger, mais qu'on retient jusqu'à ce que l'alcool fasse son effet, etc. Donc, voilà, je pense que le Noël 2020 a été spécial. Et je pense que le 2021 va l'être encore plus. Parce qu'on est dans une incertitude maintenant avec les mesures, le protocole, les nouvelles mesures, les restrictions. Là, ça reste un peu encore viable, hein. Les marchés de Noël en Belgique, certains ferment, d'autres continuent à fonctionner. Donc, ça va être beaucoup plus incertain, moins facile à organiser. La réalité Voilà. de ce qu'on vit, c'est ça, en fait, c'est des cassures tout le temps, à tout C'est moment. l'incertitude totale, c'est Ouais, l'aléatoire permanent. c'est C'est ce ça. que je disais, hein, les gens, même pour Noël, ils ne savent pas. Pourront pas, un peu, beaucoup, une petite bulle, une grande bulle, à 6, à 10, à 5. Voilà, je pense pour le moment, on vit sur de l'aléatoire. Bon, ici, avec Mmh. les inondations et les difficultés à connecter, oui, c'est la difficulté de se connecter. Vous Ouais, savez, quand on entend le président Macron qui dit l'ennemi est invisible, sous-entendu, l'ennemi, c'est le virus, mais le virus, il est où? Il est chez l'autre. Donc, à un moment donné, l'ennemi devient l'autre, hein. Les vaccinés ont peur des non-vaccinés. Les ouais. non-vaccinés disent que les vaccinés sont contagieux. Donc, finalement, les gens sont en train de se, de se mettre les uns contre les autres, mais ce n'est pas contre attaché, mais c'est contre en opposition. Alors, le mot contre prend un double sens, hein. Il devrait avoir le sens positif où ce serait contre, en connexion, mais en fait, les gens se mettent les uns contre les autres, en opposition, en déconnexion, en séparation. Et là, on est dans une dynamique qui est l'inverse de la dynamique de Noël, Mmh mh. de la Mmh. dynamique du lien, du rassemblement, de la famille, du clan, de la force. L'union fait la force, c'est notre devise en Belgique. Mmh. Et là, on est dans de la désunion, non seulement que les gens se désunissent les uns par rapport aux autres, mais les gens se désunissent par rapport à eux-mêmes. Ils sont dans du morcellement, ils sont dans de la confusion, ils ne comprennent plus, les mesures changent tout le temps. Et on est dans cet aléatoire qui fait que même des fêtes aussi solides, aussi boulonnées, j'ai envie de dire, qui sont indéboulonnables, comme la fête de Noël, finit même par ne même plus être sûr. Alors qu'on ferme un marché de Noël, qu'on ferme une grande surface, qu'on ferme une salle de sport, on peut dire, des mesures d'hygiène, enfin, médicales, sanitaires importantes. Bon, on peut se passer de faire du sport en salle ou pour en faire chez soi, mais qu'on ferme la possibilité de se réunir à Noël, personne n'y aurait. C'est inimaginable. Ouais. C'est inimaginable. Et on est dans ça. Et on ne Mmh. sait même pas, à l'heure d'aujourd'hui, on est le 5 décembre, si le 24, les gens pourront se réunir chez eux. Et ça, c'est déjà l'angoisse de Noël. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu remettre et rajouter ce chapitre sur la Covid-19, parce que dans ce livre, maintenant, il y a tous ceux qui n'aiment pas Noël qui sont concernés. Les gens qui aiment Noël, ils comprennent que ceux qui n'aiment pas Noël, ça existe, et que quelque part, quand on les revoit et qui disent oh, j'aime pas Noël, je déteste Noël, ah moi Noël, il ne faut pas m'en parler, ça me fout les boules, hein, d'après l'expression, pour les sapins, et au moins ça les rend un peu plus indulgents, ils peuvent comprendre. Même dans ce livre, maintenant, il y a le chapitre pour ceux qui adorent Noël
et qui, à cause de la Covid-19, sont dans le même pétrin, quoi, dans la même angoisse, dans une angoisse différente, qui est celle de ne pas se réunir. Mhm. Voilà, donc maintenant, je pense que ce livre est complet. Il concerne tout le monde, ceux qui adorent et ceux qui détestent, et chacun peut comprendre justement les idées, les pensées ou quelque part les intérêts des autres, de l'autre. Mhm. Et c'est comme ça qu'on se rencontre. La rencontre, c'est quoi? C'est aller à la rencontre du sentiment ou des émotions du prochain, de l'autre. Se rencontrer, c'est être dans l'empathie cognitive et affective. Savoir ce que l'autre pense, c'est bien, mais savoir ce que l'autre ressent, c'est bien aussi, parce que ça permet de se rencontrer. Mhm. Mhm. Voilà. Et là, on est contre, dans le bon sens du terme. On est réunis. Est-ce qu'il faut attendre Noël pour se réunir? Est-ce qu'il faut attendre Noël pour entrer dans cette cohésion avec soi-même? Et ça aussi, c'est l'intérêt de cet ouvrage, c'est de comprendre que Noël, c'est juste une interface, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous permet de nous regarder dans un miroir, d'être face à nous-mêmes, en Mhm. étant face au contexte de la famille et de tout ce que ça nous apporte, puisque de 0 à 6 ans, c'est comme dans cette période-là qu'on remplit son disque dur, hein, l'inconscient qui se remplit de tout ce qu'on a autour de nous, la langue maternelle, les mimiques, les accents, les postures, comme on dit, ah, t'as vu, il parle comme son père, ah, t'as vu, il a les mêmes gestes, il a la même mimique. Mais non, ça, c'est normal, puisqu'on remplit tout ça dans son disque dur de 0 à 6 ans. Donc, quand on revient à Noël, on retrouve tout ça. Et tout ça ressurgit, mais ça, on le fait aussi pour faire de l'hypnose ou de l'introspection. On peut faire ce travail avec soi-même. Noël n'est qu'un prétexte, on va dire, comme tous les repas. Mais celui de Noël, il est spécial parce qu'on peut louper un repas le dimanche, on ne sera pas pénalisé. Si on loupe le repas de Noël, on va dire, ah, il n'est même pas venu à Noël, t'imagines? Il n'est même pas venu à Noël. Qu'est-ce que ça sous-entend? Voilà, ça sous-entend qu'il veut couper les liens. Et ça, c'est pas bon. Mhm. Il y a toute symbolique, hein, comme tu dis si fort, hein, donc qui ressort très fort, qui fait la différence des autres C'est ça, rencontres. Il y a quelque la chose d'autre, hein. différence, tout à fait. Ouais. Et puis le fait, comme tu dis, on amène les cadeaux. Enfin, il y a tout quelque chose de marketing aussi, hein, de commercial qui s'écrit autour de cette fête, hein, qui va faire qu'on ne le vit pas de la même façon qu'une rencontre un simple dimanche, hein, toute l'année, on va dire, hein. Ah, mais le cadeau, c'est honorer quelqu'un. Tu fais Mhm. un cadeau et l'importance du cadeau, c'est l'honneur, c'est l'estime que tu portes à la personne. Si tu offres l'agenda que la banque t'a offert et que tu l'emballes et que c'est l'agenda de la banque, tu vas pas citer le nom, hein, euh, celui qui reçoit l'agenda, il dit, attends, moi j'ai eu le même, hein, ma banque me l'a offert, c'est Mhm. gratuit ça. Mhm. Par contre, si tu offres un parfum à 200 € ou un cadeau, enfin, je sais pas moi, quelque chose de formidable, de cher, attends, Albert, il a une cravate de chez Dior, et moi j'ai une cravate de chez, je sais pas, Ah, qui peut envie de dire. Hein. ah, ouais. Et à un moment donné, tu ne peux pas t'empêcher de faire des comparaisons, tu ne peux pas t'empêcher de dire pourquoi moi j'ai un cadeau minable, alors que lui, il a eu toute la collection de tous les disques de Johnny, et moi, on m'a offert un 45 tours. Quoi. Pourquoi cette différence? Et Mhm. le moment où on déballe les cadeaux, tu ne peux pas t'empêcher de comparer. Mhm. Et ça, les cadeaux, c'est la symbolique de toute l'estime que tu as pour l'autre. Et quand tu fais, je sais pas, tu passes 2 jours à tourner dans tous les magasins pour trouver le cadeau idéal, et puis que tu le retrouves le lendemain sur eBay, tu dis, attends, j'ai passé 2 jours à chercher le cadeau que ma belle-mère aurait bien voulu avoir, recevoir, et puis le lendemain, je vois qu'elle l'a mis en vente sur eBay, mais attends, Mhm. moi, je me suis tellement démené pour rien, et puis c'est vexant. Alors, Mhm. avant, il n'y avait pas eBay, maintenant, c'est nouveau. Enfin, eBay, Ouais. on connaît, hein, c'est revendre ce qu'on ne veut pas garder. Donc, voilà, les cadeaux, c'est aussi toute la symbolique. Le repas, qu'est-ce qu'on mange? Moi, un jour, j'allais présenter le livre à une radio, et avant, je vais boire un café, et il y a une serveuse qui vient et dit, ah, c'est bien ça, hein, quel drôle de titre. Ah, oui. Ah, mais moi, à Noël, je n'ai pas d'angoisse, elle dit moi. Moi, à Noël, j'invite tous mes amis et on fait un spaghetti. Et Mhm. pas de cadeau.
Le Mhm. cadeau, c'est la présence, c'est Mhm. d'être ensemble. Mhm. Et voilà, pour moi, ça, c'est la meilleure définition du Mhm. meilleur Noël que tout le monde devrait instaurer. Arrêtez de manger de l'autruche, des faisans, euh, du kangourou maintenant. C'est à celui qui va trouver le repas le plus original. Un spaghetti, tous ensemble. C'est ça, en fait, Noël. C'est Mhm. ensemble. Et c'est ça qui est cruel, c'est qu'il y a des gens, quand ils sont ensemble, ils ne sont pas bien parce qu'ils sont confrontés à leur propre conflit qui ressurgit ou qui ressurgissent à ce moment-là. Et cette année-ci, j'espère que non, mais en tout cas l'année passée, ce ensemble, il a été éclaté. Il n'y a pas eu de ensemble. Ça a été chacun chez soi et de temps en temps quelqu'un qui pouvait venir. Voilà, cette angoisse de Noël, avec la Covid, elle a été réactivée pour certains et désactivée pour d'autres. Mais je dis, l'important, c'est la connexion. Et la connexion, c'est la connexion avec les autres, c'est d'être bien dans sa famille. Et pour être bien dans sa famille, il faut d'abord être bien avec soi-même. Hein. Si tu es bien avec toi-même, tu es à deux. Voilà. Je me lève, je me déplace, je me lave, je me sers un café, je sers un café à moi. On est deux. Voilà, c'est un peu schizophrénique, mais c'est agréable d'être bien avec soi-même parce qu'on est deux. Tu es bien avec toi-même dans le désert, tu n'es pas tout seul. Mhm. Mhm. Tu n'es pas bien avec toi-même au milieu d'un milliard de personnes, tu es tout seul. Parce que, et au contraire, ce milliard de personnes t'étouffe parce que chacun va t'envoyer des influx en n'étant pas bien avec toi-même, c'est même angoissant. Donc l'important, c'est de se reconnecter avec soi-même. C'est ça le vrai but justement d'une fête de famille, c'est d'arriver à se reconnecter, c'est pas de se sentir mal parce qu'il y a tel conflit qui couvre, qui est là depuis toujours et qui ressurgit de façon tellement inconsciente, puisque chaque acteur rejoue la pièce, mais sans se douter qu'il fait ces erreurs-là. Le père qui préfère une fille à une autre ou un fils à un autre, quand il a 72 et que les enfants en ont 50, il a le même comportement que quand il en avait 30 et que les enfants en avaient 10. Hein. Mhm. Mhm. Et c'est ça qui est insupportable pour ceux qui en souffrent, parce qu'eux le sentent. Et parfois, ils ne se rendent même pas compte. C'est pour Mhm. ça que je dis les angoissés de Noël, parce qu'ils ont des angoisses avant, parce qu'ils vont aller vers un repas où ils vont devoir, de façon obligatoire, revivre ça, mais ils ne se rendent même pas compte que c'est ça qu'ils sont en train de revivre. Alors, Mhm. bon, moi, j'ai quand même publié des livres sur le langage du corps émotionnel, le langage émotionnel du corps. Et justement, un individu qui n'est pas bien, si on trouve que c'est la vertèbre du territoire, parce qu'il a perdu sa place quand il était petit, parce qu'il était l'aîné, ou si on trouve que c'est la vertèbre de la trahison, hein, parce que son frère a peut-être dénoncé, dit à papa qu'il avait fait ça et que depuis c'est l'enfant maudit, si c'est la vertèbre de la culpabilité, parce qu'il aurait dû surveiller sa petite sœur, mais sa petite sœur est tombée et depuis c'est lui qui se sent coupable parce que la petite sœur est handicapée et que tout repose sur lui, alors qu'il n'est pas coupable, il était responsable de la garde de sa sœur. On ne fait pas des enfants pour garder les autres. Hein. On a des enfants, les parents sont responsables. Les enfants, ils n'ont pas à être responsables d'un accident. Mais voilà, certains portent ça en eux parce qu'ils se sentent coupables. Il est toujours un enfant qui est victime. Il est victime, mais il est toujours coupable. Dans sa tête, il se sent coupable. Donc la victime finit par être coupable. Hein. C'est comme ça. C'est malheureusement comme ça. C'est pour ça qu'il faut traiter cette culpabilité. Sinon, on rentre toujours dans le même processus. Et tant que ce n'est pas réglé, l'individu va être toujours dans son autodestruction, autopulsion et autosabotage. Donc là, on a quand même un outil qui est le corps qui permet de dire, voilà, vous vous sentez coupable, mais de quoi? Ah, mais je me rappelle, oui, et ma soeur, elle mange toujours en face de moi. Ah, mais ouais. Ah bon, ah ben, c'est dur. Ben oui, c'est dur. Parce que maintenant, je me rends compte, ah, mais c'est donc pour ça alors que je suis si mal à l'aise. C'est pas parce qu'elle est handicapée, c'est pas parce que c'est Noël, c'est parce que je me sens toujours coupable de sa chute, parce que j'ai cru que c'était moi qui étais responsable. Mais vous n'étiez pas responsable, vous aviez 4 ans, elle en avait 2. Comment voulez-vous être responsable? Ah, mais j'ai cru. Maintenant, je pense que c'est ça. Voilà. Et tout ça, ça remonte. Mais ça remonte parce qu'on peut aussi le faire remonter, mais quand ils sont, pendant le réveillon, confrontés les uns aux autres, ils n'ont pas conscience de ça. C'est quelque Mhm. chose qui les perturbe, mais ils n'ont pas conscience. Alors on mange, comme ça passe. On ne se rend pas compte. Mais quand ils peuvent faire un travail sur eux-mêmes, ils se rendent compte que ça peut être ça. Ça peut être la colère, ça peut être la sensation
d'être toujours en danger, sur le qui-vive. Donc, ils ne sont pas à l'aise quand ils sont à table. Il y a des gens, quand ils sont à table, si on les regarde, ils ne savent plus manger, ils sont paralysés. Ah oui, moi, j'aime pas les repas de famille parce que tout le monde me regarde, on me juge, le regard des autres, je ne supporte pas, mais ça vient d'où ça? Ah, mais c'est quand j'étais petit, effectivement, quand je rentrais avec mon bulletin, j'avais toujours 5 sur 10 et ma sœur avait toujours 8 sur 10 et j'avais toujours l'impression que j'étais l'âme de la famille, le regard était dévalorisant. Et ça continue, ça reste, c'est dans l'inconscient. Mhm. Et parfois, les gens ne se rendent même pas compte que c'est ça qui les perturbe à Noël. Et c'est Mhm. ça que le repas fait ressurgir inconsciemment, mais les gens sont mal à l'aise. Et comme ils sont mal à l'aise d'année en année, d'année en année, ils redoutent d'y retourner puisqu'ils savent que ça va encore être la même chose. Mhm. Donc, voilà, ça se travaille. Ça se travaille comment? Entre soi et soi. Mhm. Le corps est l'interface du subconscient, ça peut se travailler comme ça. Le fait de prendre conscience, déjà en lisant des exemples, le nombre de patients m'ont déjà dit, le nombre de personnes m'ont dit, ah, cet exemple-là, il m'a parlé parce que j'ai compris. Ah, mais moi, j'ai la même chose. Ah, mais alors, je dois faire ça. Voilà. Et voilà, ça peut être un guide aussi pour se guérir de ces angoisses, pas de Noël, mais de ces angoisses tout simplement, ou des conflits qu'on a Mhm. intériorisés et qu'on a mis dans la boîte de Pandore. Et chaque année, cette boîte, elle veut s'ouvrir, mais elle se referme. Elle ne s'ouvre pas vraiment. Parfois, au bout un verre de trop, elle s'ouvre. Mais la Ouais. colère, ce n'est pas la meilleure façon de sortir ses Mhm. émotions. Donc, pour revenir à ta question tout à l'heure, boire, ce n'est pas vraiment la meilleure façon parce que Mhm. tu traites une colère que tu renvoies et qui te revient comme un boomerang. La Mhm. colère, elle est en toi, donc il faut la traiter entre toi et toi, dans le Mhm. calme. Et Oui, sans substance, en général, c'est mieux. oui. Ah, et alors, il y a autre chose qui me vient en t'écoutant à nouveau, c'est que tu ramènes comme toujours toi l'enfance, la petite enfance. Et j'ai commencé à lire ton livre sur l'abandon. Et j'ai le sentiment qu'on va chercher les racines là, de tout ça, justement, dans ce livre, ce dernier livre que tu viens d'écrire. Ouais, les bases, hein, les bases. Ouais. Et Françoise Dolto dit même que bon, la vie intra-utérine, elle est tellement importante puisque c'est là que tu t'imprimes déjà dans ton corps les émotions que tu vis in utero. Alors l'émotion, c'est pas le sentiment, c'est l'émotion, c'est la sensation. Le fœtus se charge déjà des sensations, du ressenti de la mère. Et Françoise Dolto, elle dit que tu te charges à 3 générations, puisque la mère, quand elle était dans le ventre de sa mère, s'est chargée aussi. Et puis elle est devenue maman, donc parturiente avec le bébé qui est à l'intérieur. Et la mère de la mère s'est chargée aussi dans le ventre de sa mère. Ouais. Est-ce qu'on va l'avoir, cette stabilité dans le futur? C'est la grande question. On va voir la 5G, alors t'imagines? Oui, hein, Oui. c'est sûr qu'on va l'avoir, mais il faut d'abord, c'est toujours comme ça, hein, c'est comme dans la vie, hein, c'est stable, puis c'est instable, puis c'est stable. Mhm. C'est rotation interne, rotation externe, flexion, extension. Et là, on est dans l'instabilité pour aller vers la stabilité. C'est le principe du corps. Hein. Tu es en parasympathique, puis tu es en orthosympathique, et puis tu as l'effort, tu as la fatigue, et puis après tu as la récupération. Et ici, on vit quelque chose de chaotique. On Ouais. est, on est en plein orthosympathique pour le moment, hein, avec beaucoup d'activité, beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de résistance. Et puis, on va avoir une phase de parasympathique où le nerf vague va venir réguler tout et les gens vont se calmer. Bon, Je pense que c'est la vie, c'est l'incertitude, le jour, c'est la nuit, c'est le yin, c'est le yang. ouais, On est obligé de passer par ces phases de chaos pour ouais. retrouver des phases de stabilité, mais on va retrouver, Mhm. c'est sûr. Mhm. Et je pense que l'incertitude de vers où on va, ça touche tout le monde et ça fatigue. Hein. Oui, mais en même temps, ça permet aussi de se conforter dans nos certitudes. Tu vois, Mhm. c'est comme les gens qui font une expérience proche de la mort, hein, qui font le fameux Mhm. Near-Death Experience, hein, qui vont dans le tunnel, la lumière, etc., et puis qui reviennent. Ben, ces gens-là, quand ils reviennent, ils ne vivent plus de la même façon. Mhm. Quand tu apprends que tu as un cancer qui te met dans une angoisse de mort totale, et puis que ton traitement te guérit de ton cancer, ben, tu ne vis plus jamais de la même façon. Mhm. Tu ne peux plus Mhm. considérer la seconde qui vient comme une seconde où tu n'as rien à faire. La Mhm. vie prend toute son importance, la vie prend toute sa charge émotionnelle positive. Ça veut dire que tu es vivant. Mhm. Tu es Mhm. mort, tu es vivant. Tu as Mhm. manqué de mourir, tu es vivant. Donc si tu es Mhm. vivant, profites-en. Parce que peut-être que dans une heure, tu es mort. Alors tu as Mhm. la chanson, il faut vivre comme si on allait mourir demain. Ah, c'est des belles paroles. Mais non, c'est prendre conscience
que la vie est tellement plus importante que tout le reste et que la vie prend toujours le dessus sur le reste, sauf pour certaines personnes où malheureusement, tu as l'angoisse de mort qui est plus forte que l'angoisse que l'angoisse de vie est plus forte que l'angoisse de mort. Et là, bon, bah, c'est comme ça qu'ils peuvent basculer. Mais être dans la difficulté, ça doit être autre chose qu'angoissant, ça doit permettre de comprendre que quand tu t'es sorti de cette difficulté, alors tu peux jouir pleinement de ton bien-être. Hein, voilà, tu me disais tout à l'heure que Ouais. si je peux livrer ça, qu'après avoir été tellement mal dans ton corps, quand tu as recommencé à danser, tes fascias se sont déliés et cette expansion dans ton corps t'a apporté un bien-être, c'est vraiment extraordinaire. Mais pour pouvoir vivre le déploiement, il faut d'abord vivre la crispation et tout le recroquevillement sur soi-même. Quand tu es Mmh. recroquevillé, c'est la meilleure façon de pouvoir enfin sentir le déploiement. Hein. Si tu te mets pas en rotation interne à fond, tu ne devras pas sentir ta rotation externe. Si tu es en rotation externe normale, tu la sens, tu vas un peu plus loin, ouais, c'est bien. Mais quand tu es en rotation interne repliée à fond, et puis que tu peux en fait t'ouvrir, aller dans ta rotation externe, tu as toute l'amplitude du mouvement, tu as toute la vie qui se déploie. Donc, c'est ça qui est magnifique. Donc, la difficulté, moi, je suis toujours une Ferrari sur de la glace avec des pneus lisses. Tu mets le moteur, tu démarres, tu te mets en première, ça avance pas, tu te mets en deuxième, tu mets les gaz, ça patine parce qu'il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de résistance. Les pneus, ça sert à quoi? Ça sert à adhérer au sol. S'ils n'adhèrent pas, si les pneus sont lisses, tu patines. Donc la résistance dans la vie, c'est quoi? C'est la souffrance. Mmh. La souffrance t'aide à avancer. Alors la souffrance, bon, il y a différents stades. Hein. Bon, ça, c'est un peu le karma. Chacun doit un peu vivre son karma et les stades. Bon. Encore une fois, c'est l'inconscient qui t'amène à aller vers ce que tu dois rencontrer pour passer à travers. Alors, si ton inconscient est chargé de choses importantes et graves, ben, il va toujours te pousser à aller vers des choses importantes et graves pour passer à travers ces choses importantes et graves et pour exister, pour t'épanouir. Si tu as peur du noir, tu fais tout pour éviter le noir, mais ton inconscient te pousse à aller vers le noir pour passer à travers la peur du noir. Mais le Mmh. noir, c'est la peur du noir. Maintenant, il y a la peur de tellement de choses. Et plus Mmh. c'est important, plus les chocs sont toujours de façon répétitive importants jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est passé à travers, mais c'est surtout le régler entre soi et soi. Mmh. Mmh. Pour revenir à Noël, hein, tu conseillerais quoi aux personnes là, dans la situation dans laquelle on est maintenant? Hein, en sachant que pour certains, ça pourra être beau, pour d'autres, bah, ça sera à nouveau des angoisses, pour d'autres, bah, ce sera peut-être la solitude, l'abandon. Donc tu conseilles quoi à toutes ces Eh personnes? bien, tu sais, là, on est réunis alors qu'on est à des kilomètres de distance. Ouais. Et je pense que ce qui sera efficace, encore plus demain qu'aujourd'hui, c'est les connexions Internet. Eh bien, moi, je propose aux gens, peut-être, s'ils sont trop isolés, de ne pas entrer dans la fatalité et peut-être de se mettre dans des connexions Zoom comme ça ou par WhatsApp et même d'être ensemble. Tu vois, tu mets la tablette sur la table, hein, ça va ensemble, c'est la même famille. Tu as une tablette et tu as une table. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la tablette. Hein. Ouais. Et en même temps, ben, tu peux manger et tu peux avoir les gens avec toi. C'est ce que faisaient les gens dans le temps, les enfants qui partaient en Erasmus. Et ben, avant, on avait Skype avec une Mmh. image complètement brouillée, parfois avec des mauvaises connexions. Mais les parents étaient connectés aux enfants par Skype et ils se voyaient une demi-heure le soir parce que c'était une connexion téléphonique quand même, hein, bon, parfois Mmh. gratuite, parfois payante. Mmh. Ici, avec WhatsApp ou avec le Zoom et toutes les différentes applications, les gens peuvent encore rester reliés. Alors, c'est peut-être très, très virtuel, hein, c'est Ouais. c'est pas du présentiel, Ouais. mais ça permet quand même, regarde, on se parle, j'ai l'impression que tu es là à 1 mètre de moi, Tout à fait. voilà, et on communique. Ouais. La communication, elle n'est pas que dans le présentiel, elle est dans la présence qu'on a avec soi-même. Mmh. Et si on est présent avec soi-même, si on est présent dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, même si on ne se touche pas, parce que c'est ça qui manque, hein, c'est de se toucher, c'est le toucher, c'est les contacts. Mais l'important, c'est quand même de communiquer. La communication, maintenant, elle est tellement virtuellement accessible et,
Et parfois, tu sais, tu as des mamans, elles ont un coup de téléphone d'un enfant qui téléphone au bout de 10 ans, et ce coup de téléphone-là, pourtant, elles ne l'ont même pas vu. Il y a juste que la voix. Mmh. Ça leur permet de revivre et de redémarrer dans leur vie. Mmh. Voilà. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas s'enterrer trop vite, il ne faut pas dire bon, il n'y a rien, tant pis, on ne fait rien. Non, je crois qu'il y a d'autres moyens de communication. Tu mets un grand écran, il y en a qui ont des grands écrans pour regarder le foot. Là, tu mets un grand écran et tu mets ta grand-mère et elle te voit et tu la vois et on mange ensemble. Voilà, mamie, elle est avec nous. Et on peut Mmh. mettre 3 écrans avec 3 connexions différentes, hein. Mmh. Les gens ont des écrans chez eux, ils ont des télés, ils ont des ordi, ils peuvent mettre plusieurs personnes. Il y en a qui font des réunions virtuelles en Zoom, des réunions, des vidéoconférences de travail. Ça peut se faire en famille. Mmh. Et alors, même pour ceux qui n'aiment pas Noël, à ce moment-là, c'est génial. Ouais. Parce que quand ils en ont marre, regarde, ils font ça. Ils font, hop, ils sont plus là. Voilà, tu vois. Et Ouais. quand ils en ont marre, eh ben, ils arrêtent le son, ils n'entendent plus le beau-frère qui raconte ses conneries ce jour-là. Donc, ça peut être même intéressant, les réunions à Noël virtuelles. Mmh. Peut-être la solution aux 2 sortes d'angoisse, ceux qui aiment Noël et ceux qui n'aiment pas Noël. Parce que ceux qui aiment Noël, ils seront réunis, et ceux qui n'aiment pas Noël, de temps en temps, ils peuvent couper. Mmh. Ou ne Et ils pas sont du pas, tout ils ne sont pas du pas en tout se présentiel. connecter, ou ne pas se connecter du tout, hein, donc ça Ils ne aussi, peuvent c'est pas se chouette. connecter, voilà. Ils disent, ah, j'ai une mauvaise connexion Internet, Proximus n'est pas venu réparer mon boîtier. Mmh. Voilà. Mais dans ce que j'entends, le plus important, c'est de faire un travail sur soi pour être, en tous les cas, j'ai envie de dire, dégagé de ces émotions-là. C'est surtout ça. Donc c'est Ah surtout oui, faire un travail sur soi. ça, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être connecté avec soi-même. Et pour être connecté avec soi-même, il faut enlever ce qui est entre nous et nous qui nous empêche d'être connecté. Quand on a enlevé ce qui est entre nous et nous, on est connecté. On est dans la présence, on est dans le bien-être. Et je vais dire, Noël, à ce moment-là, on a Noël tous les jours en nous. Mmh. Noël est là. Noël, c'est la nativité, c'est naître. C'est naître, N-A-I-T-R-E, ou c'est être, Mmh. E-T-R-E. Mmh. Mmh. Et voilà, le repas de Noël, c'est la réunion qui permet de se renforcer normalement. Mais la vraie connexion, c'est avec soi-même. Et si on est fort avec soi-même, on peut faire Noël au fond du jardin, tout seul, place Saint-Lambert, à Liège, sur une terrasse, en buvant un café. Je veux dire, Noël, c'est une symbolique. Mmh. Au départ, Noël, c'était quoi? C'était une fête païenne qui permettait de réunir tous les paysans après avoir récolté, après avoir semé plutôt, et pour, enfin, avant avoir semé, mais c'est en hiver, mais c'était pour finalement projeter des bonnes récoltes. C'était une fête, quelque part, une fête de projection, hein. C'était du téléthon, mais du téléthon de production agricole, quoi. On espérait par cette fête invoquer la clémence des dieux pour qu'ils apportent du soleil et que la moisson soit fertile. Voilà, au départ, c'est ça la fête, le Noël, hein. C'est une fête païenne à l'époque où tous les humains, enfin la plupart des êtres, des hommes, étaient des agriculteurs, où on vivait de l'agriculture et des moissons. Et puis c'est devenu une fête religieuse, mais c'est surtout une fête de rassemblement depuis Mmh. le début. Et Mmh. quand on ne peut plus se rassembler, eh bien, on se disperse. Et, Ouais. et on peut se disperser aussi tout seul à l'intérieur de soi-même. Et ça, c'est ça qu'il faut éviter. Mmh. Alors, je te propose qu'on lise ton prochain livre. Tu peux le remontrer? Le dernier livre que tu as écrit? Il vient de sortir. Alors, on le trouve chez Amazon. Et alors, ce que j'ai appris hier, pour ceux qui n'aiment pas Amazon, parce que tout le monde n'aime pas ces grands systèmes, les fameux GAFA, là, hein, bon, Mmh. ça fait son Mmh. cours, ça fait son compte. Amazon dit qu'il fait retravailler aussi des gens dans toutes les villes, dans tous les pays. OK. Alors, pour ceux qui sont un peu allergiques à Amazon, il y a les libraires.fr. Alors, les libraires.fr, c'est un site où tous les livres sont répertoriés. Il y a autant de livres, même, il paraît même plus que sur Amazon. Et alors, les libraires.fr, si on va cliquer, eh bien, ils vous l'envoient s'ils l'ont. Et s'ils ne l'ont pas, ils chargent le libraire qui a le livre de vous l'envoyer. Super chouette, hein.
Donc, le livre est souvent très disponible parce qu'il n'est pas que sur un site, il est chez des libraires indépendants. Mhm. Alors, quand vous le commandez sur le site libraire.fr, le libraire qui possède le livre est informé et vous envoie le livre. Donc, vous faites travailler les libraires indépendants. Super, c'est chouette. Donc, voilà, c'est un peu l'alternative, c'est l'opposé d'Amazon. Le service elle-même, à part qu'ici, c'est des libraires indépendants qui travaillent. Donc, j'ai découvert ça hier par des patients français qui m'ont informé. Oui, J'ai été voir et franchement, j'ai même découvert sur ce site que Bonjour mon corps, qui est un des bouquins que j'ai rédigé, oui. est maintenant accessible en e-book. Voilà, je ne le savais même pas. Donc, j'ai découvert grâce à ce site qui s'appelle leslibraires.fr. Voilà, Magnifique. Alors, juste l'information intéressante. deux petits mots sur ce livre hein, pour que tu Oui, nous donnes envie de le lire. Hein. Allez. oui, ce livre, en fait, ma première idée, c'était d'écrire un livre sur les divorces. Les Oui. divorces, qui est la séparation. Tu vois, tu grandis, tu écoutes tes parents, tu te formes à l'école, tu as une éducation, tu as une formation, un diplôme, une formation professionnelle, tu grandis, tu te maries, tu as des enfants, donc c'est un peu le rêve classique, hein, c'est la Mhm. projection. Un Mhm. homme, une femme se marient, ils ont des enfants, c'est voilà, c'est perpétue l'espèce, hein, il faut continuer. Oui. Et puis, tu as le divorce, qui est une séparation, qui est une cassure, une rupture, une déchirure. Et ma première idée, c'était d'écrire sur les divorces. Mais cette déchirure, cette séparation, elle n'arrive pas par hasard. Pourquoi les gens divorcent? Quelles sont les causes du divorce? Et à force de voir des patients qui divorçaient ou qui étaient divorcés, qui venaient se faire soigner parce que j'avais tel problème, ils avaient tel problème, ils avaient tel problème. Et on finit par décrypter. On dit, ah, vous avez divorcé? Ah oui? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, au départ, on va bien s'arranger, ça va être sympa, on ira chez le notaire, et puis finalement, c'est l'avocat, et puis après, c'est le juge, et puis après, c'est la garde d'enfants, et puis on ne paye pas la pension alimentaire, etc., etc. Et ça devient chaotique, ça devient conflictuel, ça devient une déchirure totale. Et mon but principal, c'était d'écrire sur les divorces pour que les gens arrêtent de se déchirer Mhm. lors des divorces. Et puis, je me suis dit, bah, s'il y a une déchirure, s'il y a une rupture qui est mal vécue, c'est peut-être parce qu'il y a une autre rupture avant qui a été mal vécue. Et puis encore une autre rupture avant qui a été mal vécue. Et on en arrive finalement, et j'en suis arrivé à me dire, si tu as une rupture et une séparation qui se passe mal quand tu as 40 ans, c'est peut-être parce que tu as une séparation qui s'est mal passée quand on avait 20, quand on avait 10, quand on avait 2, ou quand on avait 0,5, quand on avait une utéro à moins 0,5. Parce qu'on ne compte jamais les 9 mois de Mhm. Mhm. colocation. Hein. Mhm. Ce sont Mhm. parfois des 9 mois de colocation, avec deux Mhm. L, hein, la Mhm. colocation, l'internement. Hein. Et je me suis dit, si je veux parler de séparation, je dois parler de toutes les séparations, de la Mhm. première à la dernière, Mhm. de la naissance à la mort. Mais à la naissance, ça veut dire qu'on a encore oublié les 9 mois de vie intra-utérine. Mhm. Donc, j'ai été investigué dans cette vie intra-utérine. Il faut savoir qu'à 6 semaines in utero, il y a déjà un réflexe archaïque qui s'appelle le réflexe de peur paralysante. Et ce réflexe de peur paralysante à 6 semaines in utero, c'est l'embryon qui se rétracte s'il y a une émotion de la maman. Et s'il ne se dilate pas après, ça veut dire qu'il n'a pas absorbé le réflexe. Ça veut dire qu'il va en souffrir toute sa vie. Et réflexe de peur paralysante, c'est une relation avec la première cervicale qui est le sentiment de mort imminente, le fait d'être toujours sur le qui-vive, sur ses gardes, aux aguets, la peur du regard, les gens qui sont toujours angoissés, etc. Donc, déjà, in utero, il y a des séparations possibles. La maman qui ne veut pas garder son bébé, la maman qui a peur que son bébé meure parce qu'elle a fait une fausse couche ou deux fausses couches avant. Donc, elle a toujours peur de perdre son bébé, donc elle a peur qu'il meure. Tu as des enfants qui naissent avec la peur de mourir. Mhm. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils ont ce sentiment de mourir. Donc, ils sont enseignants, ils sont ces enfants qui ne dorment pas Mhm. parce qu'ils sont dans le sentiment du danger. Alors, Mhm. ces enfants-là, ils ne se sentent pas en danger. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment ce sentiment de danger en pensant que la mère est en danger. Donc, c'est des enfants qui ne dorment pas et qui se lèvent pour aller surveiller, pour voir si maman se porte bien. Moi, quand je les ai en traitement, je leur dis, tu ne dois pas te tracasser. Maman, elle va bien, tu ne dois plus surveiller ta maman. C'est Mhm. ta maman qui te surveille. Ce n'est pas les enfants qui surveillent les mamans. Et puis, on travaille sur ce niveau, qui est un niveau qui a été imprimé in utero.
Donc, c'est déjà une séparation de par les angoisses de la mère, les peurs de la mère. Alors, maintenant, il est prouvé en neurobiologie, dans les neurosciences, que quand la mère vit une émotion, elle produit une hormone. Eh bien, le fœtus produit la même hormone en même temps. Donc, il y a tout ça. Alors, on investit toutes les étapes. La vie intra-utérine avec le déni de grossesse, avec les parents qui ne veulent pas que la fille ait un enfant, ou les beaux-parents, avec la maman qui a peur que son bébé meure, ça fait une fausse couche. Ou alors, il y en a une qui me dit un jour, ah moi, la grossesse, ça s'est super bien passé. Ah oui, ok. Il n'y a pas eu de stress. Non, non, non. Et votre enfant, il est toujours stressé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Elle dit, oui, mais en fait, grossesse, ma cousine a perdu son bébé un jour avant la naissance. Il est mort dans son ventre. Et moi, j'étais enceinte de 8 mois. Ah bon, et ça, c'est pas important. Ah, mais je comprends. Alors, et finalement, on en arrive à toutes ces déductions. Et ce sont des séparations qui vont marquer l'enfant plus tard, quoi. Et alors, bon, bah, la naissance, c'est une séparation importante, c'est une diffusion entre la mère et l'enfant. L'école, la crèche, les garderies, quand l'enfant ne veut pas quitter sa maman. Bon, moi, j'ai une petite, par exemple, elle vient, elle ne sait pas quitter sa maman, elle a 8 ans depuis qu'elle est née, elle n'a été dormir nulle part ailleurs que chez sa maman. Elle n'a jamais été chez sa mamie, elle ne va pas chez les grands-parents, elle ne va pas chez les amis, elle ne va chez personne. Elle ne sait pas quitter sa maman. Je dis, c'est bizarre. Elle dit, ah oui, ma fille me dit, quand j'approche à l'école, est-ce que tu vas venir me rechercher? Est-ce que tu vas revenir? Est-ce que tu vas revenir? À chaque fois, non, elle ne veut pas. Elle a conduit chez sa maman, chez la mamie. La petite dit, non, non, je ne veux pas, tu ne vas pas revenir. Donc, elle repart avec la maman, elle ne reste pas chez la mamie. Et à un moment donné, je lui dis, mais c'est qui est parti et qui n'est jamais revenu? Elle dit, c'est mon chat, quand j'avais 3 ans. Il est parti, il a été écrasé, il n'est jamais revenu. Mhm. Ah bon. Donc, de 8 ans, on retombe sur un choc à 3 ans. Mais Mhm. ça, je peux lui poser la question parce que je sais qu'en C1, il y a la vertèbre de la sensation de danger et de mort imminente. Elle est toujours sur le qui-vive, elle est toujours sur ses gardes, elle a toujours peur. Et là, je pose la question à la maman, mais qui est parti et n'est jamais revenu quand vous étiez enceinte? Elle dit, mon mari. Eh bien, cet enfant, elle a pris le choc de sa mère in utero et elle le reproduit, elle le revit tout le temps dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on peut aider les gens à traiter une séparation. Alors là, elle a 8 ans, mais on a des patients qui ont 60 ans, qui ont 50 ans, qui ont 80 ans. Et quand ils sont mal dans leur vie parce qu'ils sont face à une séparation, au départ, je dis le divorce était une séparation tellement classique, mais il y a plein de séparations dans la vie. Il y a la retraite. La retraite, c'est quand on est séparé de son travail, on quitte son travail, on perd tout. Il y a les maisons de retraite. Quand, Quand j'ai vu, moi, quand j'ai travaillé en maison de repos, j'ai vu des personnes âgées venir avec leur fils, une maman de 82 qui vit avec son fils et sa belle-fille. Ah, on vient visiter la chambre, elle est belle la chambre, ah oui. Et la mamie, elle est contente, elle dit, ah oui, elle est belle la chambre, oui, oui, comme pour dire, elle est belle la chambre. Hein. Ah ben, t'aimes bien? Oh oui, oui, j'aime bien, oui, 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 oui. Ah ben, voilà, ben, alors, tu restes. Ben, comment je reste? Non, on retourne. Non, non, la valise est dans le coffre, on va chercher la valise. Et là, perte de territoire, énurésie, ben, ce n'est pas pour rien qu'on donne des langes aux maisons de repos, parce que les gens deviennent incontinents, parce qu'ils perdent leur territoire. Et quand on perd son territoire, c'est l'énurésie, comme quand les petits-enfants perdent leur territoire parce qu'ils vont arriver à petit frère ou une petite sœur, ils croient qu'on ne les aime plus, ils font pipi au lit. Et voilà, et il y a tout ça. Alors, j'ai traité toutes les séparations, de la naissance jusqu'à la mort, et la mort, c'est terrible. En plus, c'est un messie. La mort, les gens qui sont morts en maison de repos, les gens qui sont morts tout seuls. Dans les Mhm. hôpitaux, on ne pouvait pas les accompagner. Mhm. On a eu des parents, des amis qui Mhm. sont morts tout seuls. Même dans les soins palliatifs, il y avait cet accompagnement. Encore bien que les soins palliatifs, c'était encore un endroit où c'était géré par des professionnels qui avaient ce mini-accompagnement. Mais les gens ne sont même pas morts dignement. Donc même la mort a été dans la séparation, mais d'une cruauté et dans un anonymat insupportable, inhumain. Mhm. Voilà. Là, j'ai pu consacrer évidemment un chapitre avec toute la connotation, le contexte de la Covid-19, puisque j'ai terminé ce bouquin pendant les vacances 2020, et je l'ai même arrêté parce qu'à cause de la Covid, je me dis, je ne peux pas écrire un livre sur les séparations alors qu'on est en pleine séparation dans le monde entier. Tout le monde est séparé par ce virus.
Mhm. Et j'ai appelé d'ailleurs ce virus, la Covid-19, c'est le virus de la séparation. Mhm. Voilà. Donc, dans tout ce livre, je donne tous les conseils qu'on peut donner à tout le monde. Et je dis toujours, quand on va acheter un appareil, un téléphone, un presse-citron, un presse-fruit, il y a un Mhm. mode d'emploi, on ne le lit jamais. Mhm. Mhm. Personne ne lit le mode d'emploi. Très vite, oh, oui, bon, il n'y a rien de spécial, on lit les notices en vitesse. Et puis, on utilise l'appareil à... Qui utilise son iPhone, son téléphone portable à 100%? Mhm. Personne. Mhm. On utilise à 10, 20%, 30% maximum. Mhm. Mhm. Un être humain, c'est la même chose, il y a un mode d'emploi. Mhm. Et chez l'enfant, dans la vie intra-utérine, en fin de grossesse et pendant les 10 premiers mois de l'existence de l'enfant, dans la première année, on va dire en général, il y a cette période d'attachement où les parents doivent être vraiment attentifs parce que l'enfant a besoin de ce contact, de ce confort, de ce toucher, cet encadrement, de ce réconfort permanent. L'enfant a besoin de se construire. Et si dans cette période, on a une mère, si on a une mère attentive, alors il y a 65% des enfants qui sont sécures parce qu'ils ont une mère attentive, en proportion, il y a des statistiques qui ont été faites. Quand la mère n'est pas attentive, ça donne 20% d'enfants anxieux. Mhm. Quand la mère est rejetante ou violente, ça donne 15% d'enfants violents. Mhm. Et violents avec eux-mêmes aussi, hein, très fort. C'est des enfants qui se frappent, qui se mordent, Mhm. et puis des adolescents qui se scarifient, Mhm. etc. Et puis ça continue. Hein. Ils sont comme ça petits, mais ils grandissent comme ça. Mhm. Donc là, je marque l'importance sur la période d'attachement, sur les interactions précoces, tout ce qu'une maman peut apporter, mais il n'y a pas que la maman, c'est la figure d'attachement, c'est la maman, c'est le père, ça peut être la tante, ça peut être la nourrice. Mais voilà, c'est un peu le mode d'emploi pour ne pas que une séparation soit insupportable et mal gérée à 20 ans. Il faudrait que on travaille sur cette période très importante où l'enfant va pouvoir travailler sa capacité psycho-émotionnelle à gérer la séparation. Mhm. Et si il a été bien nourri affectivement, il ne va pas souffrir aussi fort d'une séparation plus tard. Ce qui veut dire que quand on est dans une séparation, d'un divorce, ou parce qu'on est rejeté à l'école, ou parce qu'on est mal vu au travail et toujours dans les conflits avec toutes les collègues qui vous harcèlent, qui vous dévalorisent, qui se moquent de vous, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a eu quelque chose à la base. Mhm. Alors, soit on le traite à la base, et l'intérêt du livre, c'est un peu comme Laurence Pernou qui dit j'attends un enfant. Mais moi, je dirais maintenant, je m'occupe de mon enfant. Hein, ce n'est pas j'attends un enfant, mais il est là, donc il faut s'en occuper. Et voilà comment il faut faire pour s'en occuper, sans être présomptueux, je ne l'ai pas inventé. Hein. Moi, je ne fais que relayer les infos des neurosciences et de la neurobiologie et des chercheurs en psychiatrie et en pédopsychiatrie qui ont vraiment travaillé pendant des années sur cette période hyper importante. Et puis, quand on est dans une séparation, je dis, à l'âge adulte, ça veut dire que quelque part, il y a eu un artefact, il y a eu un bug dans les périodes de la vie, de l'enfance, de la petite enfance. Et on sait voir si une séparation est plus dans l'abandon, plus dans la colère, plus dans la trahison. Vous avez des divorces, Mhm. c'est le mari qui a trompé la femme. Voilà, ben, c'est une trahison. D'où, à quoi remonte cette trahison? À quoi fait-elle référence? À une trahison du passé. L'intérêt, c'est de retrouver les paramètres de la séparation au moment où ça se passe, qui sont en relation avec des paramètres du passé. Et c'est là qu'on peut faire la différence entre une séparation liée soit à de la trahison, soit à de la dévalorisation, soit euh, à de l'humiliation, à de la colère, à de la culpabilité. Et c'est comme ça qu'on sait traiter la trahison, la séparation ou l'abandon à travers, encore une fois, à travers la carte du corps, puisque dans le livre, on reparle encore de cette lecture du corps, Mhm. qui est l'interface du subconscient et qui nous permet d'aller rechercher les clés de l'individu, parce que chacun va vivre sa séparation ou son abandon à sa façon, avec son pattern, on va dire, avec le code émotionnel qu'il a installé en début de vie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux le résoudre, parce qu'un abandon pour certains, c'est de la trahison. Pour les autres, c'est du danger.
Je me sens abandonné, donc je me sens en danger. Je me sens abandonné, donc je suis en colère. Donc je développe ma peur de ne pas m'en sortir. Mais pour d'autres, c'est simplement, je me sens dans une perte de mon territoire ou de mon espace. Voilà, donc chacun va le colorer ou le façonner à sa façon. Et c'est pour ça qu'un abandon, pour une personne, ne va pas se traiter d'une façon avec un protocole identique pour chacun. Chaque abandon, chaque séparation a sa coloration qui dépend de notre passé. Comme disait François Sagan, j'ai très peur de ce que le passé nous réserve. Mhm, mhm. Et le passé revient toujours dans le Ouais, présent un jour ou l'autre. ouais. Je vais lire le livre, j'ai déjà commencé, hein. Je suis arrivée à ce passage-là, je suis allée bien au-delà de ça, mais j'ai pas tout lu, donc je me réjouis de lire la suite, hein. Ça me touche ce sujet-là parce que donc tu sais que je fais des soins de chromopoacture pour le moment pas, puisque j'ai plus d'espace de soins étant donné que tout a été pris par l'eau. J'ai plus Ah oui, d'espace de soins. Il me reste plus que mon living à moitié et puis mes chambres à coucher et tout le reste a été pris. Donc la certitude, quand je te disais, vers où est-ce qu'on va, même ici, en Belgique, à Liège, hein, ah on oui, vit oui, ça voilà. maintenant. Il ne faut pas être en Afrique pour être dans la certitude. Hein. Voilà, voilà. Donc je vais finir le livre, mais il m'intéresse dans le sens que je pense qu'il y a plein de techniques maintenant qui reviennent à cet espace-là, l'espace intra-utérin et qu'on sait bien qu'il faut repartir de là. Donc c'est un sujet qui me touche beaucoup puisque c'est ce que je travaille aussi avec la coulommière thérapie, hein. Donc aller retravailler la phase prénatale, hein. Tout à Donc, fait. C'est la base. Hein. C'est la ouais. base. Je crois qu'on Mhm. va y revenir. Hein. Il y a une époque, moi je me rappelle quand j'ai commencé il y a 33 ans, Tomatis disait à l'époque que le fœtus, hein, in utero, à 6 mois, commençait déjà à percevoir les sons. Mhm. Et on le prenait pour un fou. On disait, mais non, c'est pas possible, Ouais, 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 il n'entend rien, c'est pas possible, il n'a pas de ouais, cerveau. ouais. Et là, maintenant, on dit en neurosciences que quand la maman vit une émotion, le bébé vit la même émotion. Donc, l'émotion, c'est pas une pensée. L'émotion, c'est le ressenti. Hein. Le sentiment, c'est quand l'émotion passe par le cerveau et qu'elle est conscientisée et qu'elle devient un concept. Tandis que l'émotion, c'est le ressenti, c'est dans le corps, c'est dans les tissus. Quoi. Donc, maintenant, ben, on a compris que in utero, euh, le corps s'imprime déjà de pas mal de paramètres et c'est le sac à dos qui se remplit. C'est le sac à dos émotionnel qui se remplit déjà dans la vie intra-utérine. Mhm. Et Mhm. pendant la naissance, qui est un passage hyper important, et dans la petite enfance, et c'est ça que je développe dans le livre. Et pourquoi? Parce que chaque moment, chaque séparation qu'on peut vivre, et il y en a, je cite, je ne sais pas, c'est non exhaustif parce qu'on ne peut pas tout citer, mais que ce soit l'école, que ce soit les colonies de vacances, que ce soit les voyages, que ce soit les voyages en Erasmus où les enfants quittent un peu les parents pour aller étudier à l'étranger, que ce soit le syndrome du nid vide quand l'enfant quitte la famille pour se marier, etc. Voilà, toutes les séparations, la retraite, la maladie, le burn-out, l'anorexie, tout ça est abordé avec un regard justement qui passe par l'analyse du corps et des émotions qui sont impliquées dans cette séparation de soi-même. L'Alzheimer, qui est la séparation de soi-même et la séparation des autres. Hein, quand on a un parent qui est alzheimerien, qui a la maladie d'Alzheimer, il ne vous reconnaît plus. Donc il y a déjà ce lien qui est coupé. Et il y a des spécialistes qui disent que Alzheimer, en fait, c'est une pathologie qui survient chez les gens qui ont tellement peur de mourir. Et quand ils ont Alzheimer, ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont vivants et ils ne se rendent même pas compte qu'ils vont mourir. Donc, déjà, ils ont réglé leur problème en détruisant l'angoisse de mourir à travers cette pathologie. Je veux dire, des spécialistes qui disent qu'Alzheimer, c'est une pathologie qui survient chez les gens qui ont tellement peur de mourir et finalement, ils sont déjà morts avant de mourir, quoi. Ils sont déjà coupés. Les liens sont déjà coupés et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont ni vivants ni morts. Donc, leur angoisse de mort, elle disparaît avec leur maladie. Donc, ils ont réglé leur Mhm. problème en étant alzhémériens. Donc, voilà, ça, c'est certaines personnes. Quand je dis certaines personnes, je pense à un généticien très connu qui dit ça. Donc, c'est quand même pas non plus, ça vient pas du cosmos ou de certaines élucubrations. Donc, c'est quand même des scientifiques de haut vol qui se permettent de dire ça. Donc, je pense que le burn-out, c'est aussi, le burn-out, ça veut dire griller de l'intérieur, c'est quand on est vraiment coupé de soi aussi. L'anorexie, voilà, c'est vraiment des séparations de soi tout en étant séparé des autres. Et à travers certaines pathologies, ben, on peut retrouver ces paramètres.
Et on peut retrouver aussi pourquoi et comment. Mhm. Hein. Dans le Mhm. burn-out, il y a le fait que la personne est un sauveur. Hein. Paramètre sauveur, sauver, porter la croix des autres, avec une saturation, parce qu'à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, on n'y arrive plus, avec la peur de ne pas s'en sortir, et avec la perte de reconnaissance. Et c'est souvent le manque de reconnaissance, à un moment donné, qui est l'étincelle qui fait exploser la bombe et qui fait qu'on est grillé de l'intérieur, parce que la personne qui est hyper dévouée, qui sera indispensable pour être reconnue, et qui finit par ne plus s'en sortir parce qu'elle sature, parce qu'elle en fait trop, à un moment donné, ça déborde. Et à un moment donné, quand il y a un manque de reconnaissance, Mhm. je pense souvent à l'exemple de l'employé dévoué qui va travailler de 8 heures à 16 heures, comme tout le monde. À 16 heures, tout le monde s'en va, et lui, il reste jusqu'à 19 heures au bureau. Et puis à 19 heures, il rentre encore chez lui, il reprend encore des dossiers pour terminer. Et il fait ça pendant 20 ans. Et puis un jour, il demande à son patron, chef, est-ce que demain je peux partir à midi parce que mon enfant va à l'hôpital, je voudrais bien aller avec lui. Et le chef lui dit non. Ben non, si je te laisse partir à midi, je dois laisser partir tout le monde. Oh ben, chef, il y a 20 ans, moi, que je pars à 19 heures. Et même parfois, je reprends des dossiers. Ah bon, t'as rien demandé. Tu le fais si tu veux, donc t'as rien demandé. Non, moi, je ne peux pas te laisser partir à midi. Eh bien Mhm. là, c'est le manque de reconnaissance, c'est vraiment la bascule, c'est la goutte qui fait déborder le vase, mais pour qu'elle déborde, il faut que le vase se soit bien rempli avant. Et Mhm. là, les gens, ils font un burn-out, mais c'est le vrai burn-out. Hein. C'est 2 ans de traitement où les gens sont morts, vivants, hein, mais vraiment. Mhm. Donc Mhm. voilà, on explique tout ça et je pense que ce sont des séparations dont on parle beaucoup. Hein. Le burn-out, c'est un peu la maladie à la mode, hein, entre guillemets, malheureusement. Mhm. Malheureusement, moi j'ai assisté à un congrès, j'ai parlé à un congrès sur le burn-out en France, à Antibes, où il y avait nombre de spécialistes avec des pédopsychiatres, des RH, des psychiatres, des Mhm. psys, des kinés. Moi j'étais l'ostéo de service. Euh, c'est terrible. Quand on rassemble tous les paramètres qui font que les gens déclenchent un burn-out, on se rend compte que la société a vraiment besoin de connexion, encore une fois, besoin Mhm. Mhm. d'amour. Et ces gens qui sont dans l'indispensabilité pour être reconnus, mais ça, ils l'ont pas développé au boulot, hein. Ils l'ont développé quand ils étaient petits. Ouais, on en revient à nouveau avec les angoisses de Noël. Moi, quand je t'entends là, je fais des liens avec ce que tu Oui, ben, disais que alors les c'est angoisses Noël, de Noël. c'est un prétexte, hein. Ouais, C'est un support. C'est un peu comme la ouais, carte ancienne qui tire les cartes. ouais. En fait, c'est parce qu'elle reçoit des infos, mais les cartes, c'est un support. Mhm. Les angoissés de Noël, c'est un support pour parler de la famille et Oui, de quand tu parles de reconnaissance, c'est pareil, hein, quand tu parlais tantôt du cadeau qu'on oui, offre, hein, c'est la reconnaissance derrière aussi, hein. avec l'estime qui va avec, quoi, l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est important. Mhm. Notre soi, bon, faut être bien construit. Hein. Mhm. Je te propose qu'on se rencontre quand j'aurai lu le livre, quand j'aurai une stabilité, je ne sais pas quand, au On niveau de ma s'organise. connexion. On s'organise. Ça me laisse le temps de le lire et de le digérer, de le Ouais, faire mûrir en moi. voilà. Et on en reparle, hein. OK, Super. super. Alors, je te souhaite un beau Noël. Ah, moi, je passe des magnifiques Noëls Oui, parce qu'en écrivant le livre, ça m'a déjà permis aussi d'expliquer, mais en même temps, ça permet aussi de comprendre, de se oui. comprendre. Et je pense que on écrit un livre pour transmettre des infos, mais c'est des infos qu'on a d'abord intégrées et puis ça permet de se guérir et de se guérir parfois de manque ou de frustration. Mais bon, moi, j'ai toujours vécu des super Noëls, mais je peux comprendre que les gens détestent Noël parce que c'est pas la fête qu'ils détestent, c'est ce qu'ils vont rencontrer. Et ce qu'ils vont rencontrer, c'est leur peur intérieure. Donc voilà, moi je crois que, enfin, voilà, nous, Noël, on le fait toujours avec mon épouse et mon enfant, qui est grand maintenant, et c'est toujours un moment magique. Voilà. Et j'espère et je souhaite à tout un chacun de vivre ça de la même façon. Voilà, mais ça peut être très simple, ça peut être un spaghetti. Hein. Faut pas manger du kangourou et du caviar. Hein. On peut faire ça avec le spaghetti et l'amour. C'est ça. Mhm. La connexion à l'amour, hein. Oui, trouver ce qui nous anime. L'année passée, j'ai fait Noël en dansant avec Zoom, justement. On a fait Nouvel An en dansant. Et on a fait plein des fêtes. On a même fait Pâques, pour te dire. On a fait ça l'année passée. Cette année-ci, avec ma connexion, je pense pas que ce sera possible, hein. Mais on l'a fait et c'était fabuleux. On est resté au Nouvel An.
On est resté jusqu'à 1 heure du matin. Non, 4 heures du matin pour certains, parce que j'ai aussi invité une personne qui est venue faire des bols de cristal, hein. C'était fabuleux. C'est Ça, on a génial. vécu un nouvel an incroyable. Mhm. Ah oui, voilà. Je crois il faut pas démissionner. Il faut pas démissionner, il faut rester présent, présent avec soi-même, mais il faut être optimiste. Il faut être optimiste tout en étant réaliste. Il ne Mhm. faut pas être dans le rêve absolu que tout va bien. Il y a des choses qui ne vont pas bien, c'est sûr. Il y a même des choses qui vont très mal, Oui. mais ce n'est pas en se tracassant que ça ira mieux, de toute façon. Mhm. La peur n'enlève pas la douleur. Oui. Hein. On dit Alors, souvent ça aux ouais. femmes enceintes, hein, on disait ça dans le Mhm. temps en gynécologie. On disait, Mhm. Madame, vous avez peur, mais vous n'aurez pas moins mal parce que vous avez peur. Au contraire, si vous Mhm. avez peur, vous allez vous crisper, vous aurez encore plus mal. Donc, Ouais. n'ayez pas peur. La peur n'enlève pas la douleur. Donc, ça ne Ouais. sert à rien d'avoir peur. Ouais. On aura Alors, plus de mal. Au ce que j'ai contraire. envie de dire aussi par rapport à, je rebondis avec les personnes qui n'aiment pas Noël, justement parce que voilà, ils sont confrontés je veux dire, à tout ce qu'ils n'aiment pas. C'est aussi de pouvoir le reconnaître aussi, hein, que c'est ok comme ça. Et une fois qu'on est ok avec ça, c'est ok du choix qu'on fait. Ah, mais ça, c'est un chapitre important dans ce Oui, livre, c'est que les gens qui n'aiment pas Noël, se sentent coupables de ne pas aimer Noël. mhm, Et j'en connais qui, à la rentrée au mois de janvier, après les vacances de Noël, quand ils reviennent au bureau, disent oui, ah, moi, c'était magnifique, on a mangé, on était 10 à table, ils ont été dormir à 20 heures, hein, mhm, et ils n'ont vu personne. Mais ils inventent une fête parce qu'ils ont peur mhm, d'être considérés comme des marginaux, d'être mal vus. Ils se disent mhm, ben, si tu n'aimes pas Noël, tu n'as pas été invité dans ta famille. Comment ça se fait? Tu as un problème alors? Tu as un mhm, problème relationnel? On ne t'aime pas? Tu mhm, vois, même ici au bureau, parfois, tu as des drôles d'attitudes. Maintenant, on comprend si tu n'aimes pas Noël et que tu n'es pas invité. Donc, il y a des gens qui sont mal à l'aise de ne pas aimer Noël et d'être finalement différents, d'être marginaux. Donc, ils s'inventent une fête pour s'intégrer dans leurs groupes sociaux, dans leurs groupes de travail, alors qu'il n'y a pas de honte à dire j'aime pas Noël. J'aime pas Noël, moi j'ai pas envie d'inviter, j'ai pas envie de recevoir, j'ai pas envie d'être invité. Et il n'y a pas de honte à le dire. Mais ça sert aussi à comprendre qu'on peut ne pas aimer Noël. Et ceux qui aiment Noël peuvent comprendre que certains n'aiment pas Noël. Voilà. Mais donc on parlait de la culpabilité, hein, donc qu'il y avait des personnes qui s'inventaient une histoire, qui inventaient une histoire plutôt pour ne pas le juger justement, hein. Mais je pense que c'est un moment aussi intéressant de pouvoir aussi, je veux dire, savoir qui nous sommes réellement dans nos choix et de pouvoir aussi assumer nos choix. Et quand c'est fait, alors là par contre on libère des choses, hein. Oui, ben, je pense que c'est d'être authentique avec soi-même. Ça s'arrête de s'inventer un faux amour de Noël si on n'aime pas. Si on n'aime pas Noël, c'est parce qu'il y a une raison. Mhm, Alors, encore une fois, se sentir coupable de ne pas aimer Noël, c'est une chose. Que les gens comprennent que d'autres n'aiment pas Noël, ben, ça les rend indulgents par rapport à ça, parce qu'ils se disent, bon, s'ils n'aiment pas Noël, c'est son choix. Et puis maintenant, j'ai lu le bouquin, je comprends pourquoi ils n'aiment pas Noël, donc je peux être plus indulgent, je n'ai pas un jugement aussi négatif. Mais aussi, celui qui n'aime pas Noël, il peut comprendre pourquoi il n'aime pas Noël aussi. mhm, Ça le mhm. ramène à lui, et ça le ramène à ses conflits. Et peut-être qu'après, ça va lui permettre d'aimer Noël, parce que ça va lui permettre de retrouver son équilibre et justement son libre arbitre. Ça va? Nous revoilà, nous Voilà, revoilà dans cette réalité qui montre la réalité du monde. voilà. Oui, Bon, ben, oui, on parlait de la culpabilité. Ben voilà. oui, De toute oui, façon, l'important, c'est de pouvoir retrouver son lien avec soi-même. Hein, c'est ça le plus important. En fait, oui. le résumé de tout, de, de beaucoup de choses en tout cas, c'est que l'important, c'est de renouer avec soi-même. C'est ça. Voilà. Donc on a été coupé à nouveau. Donc tu disais Je crois que, le ouais, je crois résumé de que tout. ouais, le résumé de tout, c'est que le plus important, c'est de renouer avec soi-même. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Ok. Que ce soit dans la séparation, que ce soit dans les fêtes de Noël, que ce soit à tout moment, à son travail, même quand on dort. Hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'endormir parce qu'ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien avec eux-mêmes, ils sont dans le stress, ils sont dans la peur de s'endormir. Alors, j'ai envie de te dire merci, Roger, pour Sans tout. problème, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de communiquer avec toi. Oui.
Super, hein, c'est magnifique. Et du coup, on se donne rendez-vous, je ne sais pas quand. On s'organise. Moi, je propose qu'on laisse passer les fêtes et qu'on programme ça en janvier. Voilà. Alors ça, c'est la dernière pour juste se dire au revoir. Voilà, je crois qu'il vaut mieux. Alors je me réjouis d'avoir passé les fêtes. Espérons que on soit dans ce... Tu sais, tu disais qu'il y avait ces tensions et puis après, il y a quelque chose qui... On On va soit dans ça. récupérer. On va Voilà. récupérer. Je te souhaite de belles fêtes et que tout se passe bien pour toi. Également, Oui, un tout grand merci. Un tout grand merci. également. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël, hein. À bientôt. Ciao. Avant la coupure, on se dit au revoir. Ciao. Ouais. Bisous. Bisous. Ciao. Ciao. Ciao.